Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui un podcast cinéma. On va parler plutôt télévision même. Les effets spéciaux dans la télévision. Alors dès 1950, ils réussissent la prouesse du direct. Et dès l'apparition dans les foyers à la fin des années 1940, la télévision propose des divertissements qui s'inspirent des émissions de radio. Des chanteurs et des artistes se produisent en direct sur scène qui ressemblent à celles d'un music-hall. Les premiers programmes de fiction sont des pièces de théâtre, des comédies et des œuvres dramatiques originales. Réalisés en direct, le premier magnétoscope professionnel ne sera commercialisé qu'en 1956 par la firme Ampex. Les mouvements des caméras, les positions des comédiens, le réglage des accessoires et des effets spéciaux sont préparés avec soin. Les trucages complexes, tempêtes, plans larges de maquettes, explosions, ou les plans d'extérieur sont filmés à l'avance en 16 ou 35 mm. Ils sont diffusés par un télécinéma pendant le direct pour s'intercaler au bon moment entre les scènes tournées en vidéo. Les chaînes produisent des dramatiques et de plus en plus ambitieuses. En 1955, le réalisateur George Roy Hill met en scène A Night to Remember pour la série américaine Kraft Television Theater. Il reconstitue en direct le naufrage du Titanic. La maquette du navire est filmée dans une pénombre qui dissimule assez bien l'étroitesse du bassin que représente l'océan. Cette époque d'expérimentation technique se révèle passionnante pour les accessoiristes, mais aussi pour les maquilleurs comme le tout jeune Dick Smith. Quand j'ai débuté en NBC, j'étais le premier maquilleur salarié par une chaîne américaine. Ce média est développé si vite que 5 ans plus tard, j'étais assisté par 20 personnes au sein de mon département maquillage. J'apprenais tout en enseignant aux autres. Les maquillages les plus complexes devaient être préparés en 2 jours. Les réalisateurs étaient indulgents car ils apprenaient aussi leur métier. Nous n'avions pas le temps de faire des tests. Nous observions les maquillages sur les moniteurs vidéo pendant les répétitions afin de les corriger. En 1946, Smith fabrique pour The Last War des masques d'animaux aux armatures de fil de fer recouverts de voiles de tissu qui laissent apparaître les visages des comédiens. Il réalise les maquillages de beauté, les vieillissements et les transformations des acteurs de nombreuses pièces du répertoire classique jouées en direct, comme Othello et Macbeth en 1949, Cyrano de Bergerac avec José Ferrer qui se trouve doté d'un long nez en latex. En 1951, pour la dramatique The Face de l'art, Dick Smith veille Vogue Taylor en fabriquant des prothèses de Bajou, un menton et des poches sous les yeux et un bout de nez avec du vinyle fondu et appliqué dans des moules. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le menton collé sur le visage de Vaughn a commencé à se détacher pendant la diffusion en direct. J'ai rajouté de la colle pendant la coupure pub d'1 minute et demie et suis retourné en coulisses en croisant les doigts pour que tout tienne jusqu'au bout. Vaughn, lui, ne s'en inquiétait pas, il s'agissait de la tête dans tous les sens et je voyais les raccords se détacher les uns après les autres. La prothèse a tenu par miracle, mais j'ai eu si peur que j'ai fabriqué ensuite des prothèses plus légères en latex qui ne pouvaient pas se décoller ainsi. L'année suivante, pour l'opéra Pig Dame, Smith crée son premier maquillage de très grand âge pour Winifred Height en collant sur le visage de l'actrice un masque qu'il a sculpté avec soin, moulé en plâtre, tiré en latex. Si le résultat manque de souplesse, il n'en est pas moins spectaculaire. En 1955, il utilise encore le latex pour greffer le faciès de la grand-mère du jeune démon dans l'opéra Griffelkin, puis apprend à employer la mousse de latex pour réaliser les prothèses des personnages Alice au Pays des Merveilles, et notamment le grimage de Bobby Clark qui incarne la duchesse Led. Tout un nouvel univers de possibilités s'ouvre alors devant Smith qui va explorer sans répit les propriétés de la mousse de latex pendant le reste de sa carrière. En 1959, il transforme Laurence Olivier en lépreux dans The Moon on the Sixpence, où le grand acteur anglais incarne un personnage inspiré du peintre Gauguin. Cette collaboration avec Olivier se passe à merveille.
Quelques mois plus tard, les réactions sont plutôt dues avec Lee J. Cobb qui doit incarner Don Quichotte dans I, Don Quichotte, pièce qui deviendra plus tard la comédie musicale L'Homme de la Mancha, immortalisée en France par l'interprétation de Jacques Brel. Cobb refuse le design de prothèse de Dick Smith, qui doit le grimer avec des fonds de teint et du fard et des postiches. En revanche, Eli Wallach se laisse volontiers affubler de prothèses de joues et d'un double menton qui conviennent parfaitement à la silhouette ronde de Sancho Panza. En 1960, dans The Scarlet Pimpernel, Michael Rennie, l'inoubliable Clatou du jour où la Terre s'arrêta, joue un aventurier anglais qui se rend en France pendant la Révolution et se déguise pour sauver des aristocrates condamnés à la guillotine. Dick Smith se régale en métamorphosant le beau Michael Rennie en un personnage aux trognes spectaculaires. C'est en 61 que le maquilleur crée son premier monstre culte, tellement frappant qu'il apparaîtra souvent dans le magazine Famous Monster of Imland, le visage horriblement vieilli et corrompu du héros du portrait de Dorian Gray, le célèbre conte d'Oscar Wilde. Dick Smith s'inspire de la peinture réalisée par le directeur artistique de la Dramatique, qu'on appelle aussi un drama, et sculpte un visage en pâte à modeler et en cire sur un crâne de plâtre, réalisant là l'un des chefs-d'œuvre horrifiques. Et là, c'est vrai, quand on voit ce qu'il a fait pour le portrait de Dorian Gray, on arrive au maquillage des années 80, alors qu'on est encore dans les années 60. Les premières séries de science-fiction des années 1950. Les premières années de séries de science-fiction apparaissent aux États-Unis dans les années 50. Ces aventures destinées aux enfants sont diffusées en direct, comme Captain Video and His Video Rangers en 49 ou Space Patrol en 50. D'autres programmes sont filmés en 16 mm comme Rocky Jones and Space Rangers en 50. Le réseau télévision Dumont utilise ensuite la caméra Electronicam, une caméra vidéo couplée à une caméra 16 mm pour réaliser le montage de Captain Video sur pellicule. Les trucages, eux, sont filmés directement en 16 mm. Le vaisseau de Captain Video, le Galaxy 2, est une fusée de plastique de 33 cm de long suspendue à des fils. Elle est composée de deux moitiés inférieures de maquettes de jets collées l'un contre l'autre et recouverts de peinture argentée. Le vaisseau est accroché devant une toile noire peinte en noir et cousue pour former une boucle. On a percé des petits trous dans le canevas pour représenter les étoiles. 4 rouleaux de bois sont enfilés sur des arcs verticaux formant un rectangle. Un des axes est fixé sur un moteur électrique monté sur un gradateur. Quand la toile est tendue entre les rouleaux, on place un projecteur au centre du rectangle pour faire apparaître les étoiles lumineuses. On fait défiler la boucle à la vitesse voulue en agissant sur le gradateur du moteur. Cadré en gros plan, le Galaxy 2 semble alors filer dans l'espace. Les paysages de la planète, eux, sont des montagnes de papier mâché et du sable recouvert de pigments de couleur. Certaines de ces séries sont préservées sous la forme de kinéscopes, des images 16 mm que l'on obtient en filmant directement l'écran d'un moniteur vidéo. Le rythme de fonctionnement de l'obturateur de la caméra est synchronisé au défilement des images vidéo pour éviter l'apparition de barres verticales sur l'image. Donc ça, c'est les premiers maquillages, prothèses, donc qui étaient faits au début en vinyle. Vinyle qui est très lourd. Et donc, c'est Monsieur Smith, Dick Smith, qui a eu l'idée d'utiliser le latex, qui sera remplacé plus tard par le silicone, mais c'était déjà une grande avancée, le latex, qui est utilisé jusque dans les années 80. Donc, il a eu le temps de peaufiner la technique. En 53, Superman arrive à la télévision. Les aventures de Superman, entre 53 et 57, marquent l'arrivée du premier super-héros de la BD à la télévision. L'acteur George Reeves
Alors George Reeves, il a le même nom que Reeves, l'acteur des films Superman, et je soupçonne que ça soit son père. Donc l'acteur George Reeves porte une combinaison rembourrée qui lui donne une carrure d'athlète. Les techniciens doivent rivaliser d'astuces pour simuler à peu de frais les pouvoirs de l'homme d'acier. Le budget d'un épisode est limité à 15 000 $. Ils installent une planche de plongeoir dans les décors pour permettre à George Reeves de bondir et de s'envoler à travers une fenêtre, pour atterrir 2 mètres plus loin en coulisses sur un gros matelas. Un bruit de souffle est ajouté pour compléter l'illusion. Et les évolutions aériennes de Superman sont plus complexes à tourner. Les accessoiristes fabriquent un support rigide en résine et en fibre de verre à partir du moulage du torse et des cuisses de Reeves. Cette carapace ventrale est munie de gouttières dans lesquelles on peut glisser des câbles métalliques. Reeves plaque alors le support de son corps avant d'enfiler sa combinaison. On allonge le comédien sur le ventre et on fait dissimuler les 2 câbles à l'avant et à l'arrière du support dissimulé par la combinaison. Reeves est alors hissé devant un fond bleu, les jambes maintenues à l'horizontale par le support. On l'incruste ensuite sur des prises de vue aériennes en employant le trucage optique du trailing matte. Les grands plans sont réalisés plus simplement avec un fond de couleur ciel devant l'acteur, lequel est filmé debout, de profil, et on lui demande de tendre les bras en l'air et de regarder le plafond. On couche la caméra sur le côté pour recadrer le haut de son corps à l'horizontale. Reeves semble fendre l'air sans être maintenu par quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'était les débuts des années 50. C'est des prémices des effets spéciaux. À la télévision, bien sûr, pas au cinéma, puisqu'il y a déjà eu d'autres choses qui ont été faites avant, notamment King Kong de 1933, qui est très intéressant. Et en 1954, on a Bernard Wilkie, ça sera le premier des effets spéciaux de la BBC, chaîne anglaise. Bernard Wilkie, de 1920 à 2002, donc le pauvre il est décédé, fonde le département des effets spéciaux de la BBC avec Jet Kane en 1954. En 1955, il crée un monstre informe qui périt dans une raffinerie pour les besoins du téléfilm Quatermass 2. La maquette de la raffinerie et la créature ont été improvisées pendant la pause repas avec une boîte de conserve vide, une petite échelle trouvée sur un jouet, du carboglace et du latex pour recouvrir les mains de Wilkie. Au lendemain de la diffusion du téléfilm, Wilkie entend les commentaires élogieux des passagers dans le bus qui le mène à la BBC. Ils ont été terrifiés. 3 ans plus tard, il fait onduler le sol sous les pieds de l'un des comédiens de Quatermass and the Pit. Willie a disposé des balles de ping-pong reliées à des fils sous un tapis de terre. Il suffit de tirer sur les fils pour produire un effet inquiétant, mais l'image qui frappe le plus le public est celle d'un martien dont les yeux palpitent. Il s'agit d'un mannequin dans les orbites duquel Wilkie a gonflé des préservatifs. Le département effets spéciaux de la BBC intervient en 1963 sur la célèbre série de science-fiction Doctor Who, créant des scaphandres, des pistolets laser, des maquettes d'astronefs, des robots qui deviennent les nouvelles icônes des Royaumes-Unis. Aujourd'hui encore, les militants des extraterrestres d'Alex et le robot chien du docteur K9, jeu de mots sur canine, en anglais, K9, font partie de l'imagerie populaire anglaise. Ils sont réapparus maintes fois dans les nouvelles saisons de Doctor Who produites ces dernières années. Wilkie et Kinney prennent ensuite un vif plaisir à faire exploser des chiens, à fabriquer une marionnette grandeur nature de la princesse Margaret et à concevoir des accessoires délirants, des sketchs du Monty Python Flying Circus entre 1969 et 1974. Alors là, petit aparté, faut absolument que vous regardiez les émissions, même si elles sont en anglais, c'est à mourir de rire. C'est du pur humour anglais. Et c'est traduit, donc c'est traduit en sous-titres. Vous pouvez le voir en VOST.
Il reconstitue des sites historiques de l'Antiquité romaine pour la célèbre série Claudius, moi, Claude, empereur de 1976, une saisissante évocation de la lutte pour le pouvoir pendant le règne des Césars. Leur département des effets spéciaux de la BBC s'est longtemps inspiré de leur créativité et de leur pragmatisme, tout en ayant recours à l'animatronique, aux images de synthèse et au trucage numérique sophistiqué. On a pu voir des exemples de ce travail dans des dramatiques, ces documentaires dans la sitcom et de science-fiction Red Dwarf, qui a débuté en 1998 et dont la production continue aujourd'hui. Hélas, le département des victimes de la BBC a fermé ses portes en 2003, victime de la prédominance des effets 3D désormais confiés à des prestataires extérieurs. Donc voilà. La prochaine fois, on explorera les grandes séries d'anthologie des années 1960. J'espère que ce nouveau format vous plaît, où je parle d'anciens films qui sont à l'origine des effets spéciaux d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci, ciao et à bientôt.